Salut tout le monde, salut Thierry. Salut Médoc, salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Classé 18+, un Classé 18+, ma foi, pas trop dégueulasse, puisqu'on va aborder plusieurs phénomènes en fait. Ouais. On a par exemple, on va voir ça dans le sommaire, mais donc il y aura deux phénomènes en particulier, donc deux jeux qui ont vraiment fait l'actualité ces derniers temps. On aura également un DLC très attendu, la critique du premier DLC consacré à The Last of Us, qui est quand même l'air de rien le jeu de l'année 2013 pour la rédac et pour vous, téléspectateurs, via le jeu top annuel, on le sait. Et donc on attaque tout de suite et vous allez voir, il y a un joli contenu pour ce Classé 18+, avec le sommaire. Et on commence ce Classé 18+, avec un reportage consacré à La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Juste après la critique de Left Behind, le premier DLC de The Last of Us. Suivi d'un autre reportage sur Castlevania Lords of Shadow 2 cette fois. Suivi de 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et on termine ce Classé 18+, comme promis, avec la critique de Daisy en Early Access bien évidemment. Mais tout de suite, les news. Night rolls in like a black tide, and when it leaves, it takes a piece of you with it. Le survival horror qui fera de vous un octambule Yamakasi s'offre un nouveau trailer présentant une facette particulière de l'univers créé par le studio polonais Techland. On y découvre Harran, la ville ravagée par une invasion zombie, ainsi que quelques survivants humains au background lié à ce monde ouvert. Avant d'être des survivants, ils étaient médecins, profs, pères de famille, et aujourd'hui, ils tentent de préserver ce qui a fait d'eux des êtres humains. Dying Light, auquel nous avons consacré un reportage dans un précédent Classé 18+, proposera lors de sa sortie courant 2014 un double gameplay. 2 jours, il faudra jouer les fourmis et collecter vivres et ressources pour espérer survivre une fois la nuit tombée, période à laquelle les zombies se déchaîneront pour traquer tout ce qui vit. Le joueur n'aura alors plus qu'une solution, prendre les jambes à son cou et tenter de diriger les zombies à ses trousses dans les pièges posés durant la journée, avec ce petit coup d'œil par-dessus son épaule qui permet de constater si son piège a fonctionné ou non et constitue l'une des signatures visuelles du jeu. Ce mélange entre Left 4 Dead, Dead Island et Mirror's Edge utilisera un tout nouveau moteur graphique, le Chrome Engine 6, créé par Techland, qui devrait permettre d'exploiter au mieux les capacités des PC actuels, mais également celles des PS4 et autres Xbox One, plateformes sur lesquelles Dying Light a été confirmé par Warner Bros Interactive. What happens when all that was good in us is gone? What would that monster look like? Si les images de cette news sont celles du God of War Collection sorti sur PS3 en 2010, c'est bien la version PS Vita de cette même compilation qui nous intéresse aujourd'hui. Santa Monica Studio a en effet annoncé la sortie pour le 7 mai prochain des versions remasterisées de God of War 1 et 2 sur la portable Sony. Cory Barlog, animateur principal du premier God of War et directeur du second, qui a quitté les studios de Sony Santa Monica en 2007 pour travailler sur plusieurs autres projets dont le reboot de Tomb Raider, avant de retourner travailler pour Sony en août dernier, s'est exprimé sur God of War Collection PS Vita. Les contrôles auraient ainsi été adaptés à la portable et l'expérience proposée devrait une nouvelle fois faire fi des temps de chargement. Téléchargeable pour environ 3€ et accessible gratuitement dans le cadre du Season Pass de Assassin's Creed 4, la Guilde des voleurs est le second DLC du jeu et proposera 3 nouveaux personnages jouables pour le mode multijoueur. On aura ainsi l'artificier, le chaman, ainsi que la sirène. Pour accompagner ces 3 persos, Ubisoft proposera également en téléchargement, gratuit cette fois-ci, 2 nouvelles maps à partir du 17 février. La carte de Charlestown, issue de Assassin 3, ainsi que celle de Kingstone. La série Far Cry fête ses 10 ans. En attendant l'annonce prochaine, du moins on l'espère, d'un Far Cry 4 faisant l'objet de nombreuses rumeurs, Ubisoft sort 2 jeux. Disponible en téléchargement dès maintenant sur 360 et PS3, le standalone Far Cry classique n'est autre que la version remasterisée du tout premier volet de la série, sorti en 2004 sur PC. Pour rappel, ce FPS édité par Ubisoft n'a pas été développé par Ubi Montréal, mais par Crytek, dont il s'agit du premier jeu avant que le studio ne passe à la série Crysis pour Electronic Arts. On retrouvera ainsi Jack Carver et sa chemise hawaïenne dans un titre qui souffrira bien évidemment de la comparaison graphique avec Far Cry 3. Outre Far Cry classique, Ubi sort aussi la compilation boîte Far Cry The Wild Expedition, qui comprendra l'imparfait Far Cry 2, l'excellent Far Cry 3 et sa délirante extension standalone Blood Dragon, ainsi que Far Cry classique. The night that son of a bitch killed me.
thought I could take him. Annoncé pour le mois de juin prochain, Murderer Soul Suspect est un jeu d'aventure surnaturelle à la troisième personne, développé par le studio américain AirTag Games pour Square Enix. On y contrôlera un détective fantôme, Ronan O'Connor, qui enquêtera sur son propre meurtre, qui s'avérera être le dernier d'une longue série en cours. Un pitch qui n'est bien évidemment pas sans rappeler celui de Ghost Trick Phantom Detective de Capcom. Mais les deux jeux proposent un gameplay très différent, ainsi que des ambitions visuelles bien distinctes. Créé à partir de l'Unreal Engine 3, Soul Suspect a récemment été confirmé sur PS4 et Xbox One, plateforme sur laquelle il tournera en 1080p natif. Plutôt joli visuellement, ce jeu intrigue malgré le look improbable de son héros. There was a witness. I'm not your informant, your partner, or your friend. You can see me? My mother has been missing for a few days. She was working for the cops? As a contract psychic. The book says that there's a murder that happened right here. Et blam, Volition ne sort pas un nouveau DLC pour son Saints Row 4, mais bien 5 d'un coup. De là à penser qu'il tente de voler à Gearbox et à Borderlands 2, le titre du jeu le plus doté en termes de DLC, il n'y a qu'un pas, que l'on effectuera en blastant des aliens numériques à tout va. Parmi ces DLC, on aura le Reverse Cosplay Pack, le seul qui sera téléchargeable gratuitement pour permettre aux joueurs de porter 2 nouvelles tenues créées par la communauté de fans lors du concours associé. La tenue Genki Space Pimp, ainsi que le costume Freckles Beaches, créé par l'illustratrice nantaise Émilie Lebugle, que l'on félicite au passage. Les 4 autres DLC coûteront entre 1 et 3 €. Au menu, le Polarizer, un canon qui permet de magnétiser ses ennemis pour les attirer vers nous avant d'inverser la polarité pour les voir exploser, une série de costumes d'étudiants bourrés avec casque à bière et chapeau soutif dans le DLC College Days, d'autres costumes encore sur la thématique hockey sur glace, cette fois-ci avec le DLC Game On, et enfin le Bling Bling Pack qui porte bien son nom. Voilà un jeu qui commence doucement à faire parler de lui. Ce qui se comprend quelque part, ce dernier n'étant autre que le prochain jeu des créateurs de Left 4 Dead, soit le studio Turtle Rock, qui n'appartient plus à Valve depuis 2009. Evolve utilisera ainsi le CryEngine 3, la dernière évolution du moteur graphique de Crytek, exploité sur l'exclu Xbox One Rise Son of Rome. Ce que ne montre pas le trailer 100% cinématique diffusé en ce moment, c'est que ce jeu sera bel et bien un FPS qui vous proposera de jouer à 4 en coop pour incarner autant de chasseurs du futur aux capacités différentes sur une planète version Le Monde Perdu. Du coop à 4 donc, comme Left 4 Dead. Sauf que le mode de jeu central d'Evolve est du 4 contre 1. Le 1 n'étant pas un chasseur, mais bel et bien l'un des monstres habitant cette planète, qui sera incarné par un 5e joueur en vue à la 3e personne. Une idée alléchante sur le papier qui pourrait bien bousculer nos habitudes de jeu en multi. Till you're bleeding, and I'm about to see your light. But if you wanna find hell with me, I'm gonna show you what it's like. Not about to see your light. But if you wanna find hell with me, I'm gonna show you what it's like. See it, I'm gonna show you what. Yeah.
Si vous jouez à GTA Online, vous êtes sans doute déjà au courant, c'est sorti ce vendredi, c'est le pack Massacre de la Saint-Valentin, qui est une mise à jour gratuite de GTA Online. Donc il y aura des nouveautés pour la partie solo de GTA V, mais également spécifiquement pour GTA Online. Et donc il y a pas mal de petits trucs. Ouais, bah il y a tout d'abord une nouvelle arme, la sulfateuse Gusenberg. Ouais. Donc ça, bah, c'est bien, c'est agréable, ça fait esprit années 30, tout ça. Tout comme un nouveau véhicule. Oui, lui c'est les années 20. Voilà, années 20, j'ai oublié le nom, Albany quelque chose. C'est Albany Roosevelt, il me semble, et Ouais, c'est voilà. une limousine blindée. Donc Ouais, c'est voilà. toujours la classe, justement, pour ces petites dates, genre lors de la Saint-Valentin. Bah ouais. Tu sors la limousine blindée, quoi. Bah ouais, et du coup, ce qui va avec la limousine et la sulfateuse, bah, c'est de la sape en fait. De la sape pour faire le sapologue, le beau gosse, à l'occasion de la Saint-Valentin. Et t'as aussi de la nouvelle activité, de la nouvelle course. Éparpillée sur la map, de la chute plongée, libre, trucs, il y a chute plein de petits trucs. Donc c'est bien tout ça, en attendant évidemment ce qu'on attend tous en fait, tous ceux qui jouent sur GTA Online, on attend juste les braquages en ligne. Donc alors c'est bien, le contenu gratuit en plus, évidemment c'est bien, mais mettez-nous maintenant le braquage en ligne. On va dire que c'est un apéritif. Voilà, et juste petite info, si vous êtes dessus, si vous voulez ce pack Massacre de la Saint-Valentin, il faut bien veiller à se connecter, à le télécharger parce que c'est limité dans le temps. Une fois que tu l'as, après tu peux en bénéficier tout le temps, mais il faut te connecter quand même pendant cette période pour l'avoir. Et maintenant, on va rester dans l'actualité avec une petite interview d'un développeur qui travaille sur Terre du Milieu, les Terres du Milieu, La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Ouais. Et donc c'est Moguri qui s'est occupé de cette interview. On va regarder tout de suite. Si Le Seigneur des Anneaux et de manière plus générale l'œuvre entière de Tolkien a rencontré le succès qu'on lui connaît en librairie et plus récemment au cinéma, on ne peut pas vraiment en dire autant concernant le jeu vidéo. D'adaptation assez paresseuse des longs métrages en MOBA insignifiant à côté des pointures du genre, en passant tout de même de manière assez remarquée par la case MMO, la licence a attisé les plus vifs espoirs à de nombreuses reprises, mais a rarement su les combler. Mais tout ça, c'est fini, annonce aujourd'hui Warner, un peu comme à chaque fois, oui. Seulement cette fois-ci, on veut bien croire à une ambition véritable, quand pour qualifier le prochain La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, les mots Open World et Next Gen sont employés. Contrat a priori rempli pour le côté Next Gen, puisque la version pré-alpha, que nous avons eu l'occasion de voir, avait à peu près tout ce qu'il faut là où il faut, pour justifier un développement pensé en premier lieu pour la PlayStation 4 et la Xbox One. Certes, le jeu tournait sur PC, dont la configuration reste un mystère, mais Gandalf nous a appris à accorder la confiance. Pour ce qui est de l'Open World, on veut bien y croire également, puisque la longue séquence de jeux dévoilés et joués en direct semblait laisser une grande liberté aux joueurs, dont le but était en l'occurrence d'attirer l'attention des généraux de Sauron en semant le chaos dans leur rang. Ah mais c'est simple, il suffit d'aller faire les malins sur le gouffre de Helm et à Minas Tirith pendant que Frodon va détruire l'anneau dans la montagne du destin, dirait le connaisseur. Et le connaisseur aurait raison. Seulement voilà, l'ombre du Mordor nous met dans la peau de Talion, un héros inédit, et prend place avant l'aventure de la communauté de l'anneau, à une période à peine décrite par Tolkien lui-même. Une période que l'équipe de Monolith Production a donc dû imaginer, et dont Peter Wise, chargé de production sur le jeu, a bien voulu nous parler. The game that we're talking about today is Middle-earth, Shadow of Mordor. It is a game that takes place, obviously, in Mordor, but it takes place in the timeline between the events that happen in The Hobbit and the events that happen in Lord of the Rings. One of the interesting things about the game is that it's not the Mordor that you're aware of in Lord of the Rings. It's actually a place of peace. Sauron has been defeated and hasn't been seen for hundreds and hundreds of years. The men of Gondor have taken place in the Black Gates, and they're guarding against his return. And we actually pick up the game on the eve of Sauron's return to Mordor. And on that eve, all the men of Gondor are slaughtered at the Black Gate. The families of the men who occupy the Black Gate are slaughtered. And our hero is actually also killed, but at his death, he is embodied by a spirit of vengeance, a wraith that sort of fuses with him. And together they go on a quest for vengeance, and they hunt down those who took everything away from them. And that's really where our story starts. Si l'aventure de Talion semble pour le moment suivre des codes très similaires à ceux qu'on a pu voir usés dans les Assassin's Creed, tant en termes d'exploration que de mécanique d'assassinat, Monolith Production mise sur deux systèmes inédits, dont le premier concerne le spectre qui a pris possession du héros.
Un spectre qui paraît assez détaché des codes instaurés par Tolkien, mais qui se rattache pourtant visiblement à des concepts bien connus. The power of the Wraith is new in the light of how we're exploring it, but you're actually, if you've read the books or seen the movies, you're actually very familiar with that power. It's the power of the Nazgul. It's the power to bend the will of men, which Boromir struggles with. It's the power to slip in and out of the shadow, which Frodo and Bilbo discover. So we're really just exploring areas that have been explored before, but putting that power into your hands felt like an interesting choice to us. Concrètement, le spectre octroiera dans le jeu de grands pouvoirs à Talion, dont la plupart permettront aux joueurs d'orienter l'aventure à sa convenance. So the Wraith power, when it embodies itself into Talion and keeps him alive, keeps him from dying, it is this spirit of vengeance. It has an intelligence to it, and it also gives you powers that are new to a ranger. The power of the shadow, if you will, the power to dominate the minds of your enemies, the power to turn the shadow into your own weapon. In fact, it's your spirit bow that you use throughout the game, and you can drain energy from Uruk and use that energy to fill your spirit bow. You can use the spirit energy to pin an enemy to the ground. You can use that energy to dominate an enemy's mind and turn them to your will. You can create missions with it, and for example, you can send an enemy that you've dominated on an assassination mission, and that triggers a mission where that Uruk will try to assassinate the target that you assign him, but you can also follow him and participate in that mission. So it's really this power to create and shape the game to your will is the power of the Wraith. Mais la mécanique la plus intéressante du jeu à l'heure actuelle, celle dont Peter Wise fait son atout, reste le système de Nemesis qui renferme la promesse d'une aventure complètement unique et personnalisable. We really wanted to explore the Nemesis system, which is the power to make your own personal enemies in our game. Literally, every time you start your own game, your game will be different than everyone else's game that you play, because the enemies that you meet have a memory of their own. They will remember their encounters with you. If they survive those encounters with you, they actually might be promoted, especially if they kill you. Because the power of the Wraith is one that keeps you coming back from death, and death becomes just an opportunity to create new enemies. You can actually use the power of the Wraith to dominate the minds of those who kill you and turn them to your will. So the more you play the game, you can start to build your own army. And truly, there's tens of thousands of orc variations. And so my enemies not only will be named differently, they will look differently than yours. And that's the power of the Nemesis system. It creates missions, it creates personal stories. Those stories, when they're finished, when you kill an enemy and it drops a rune, that rune carries with it the memory of that fight, and it imbues your sword or your bow with certain powers. It's really a system that feeds itself and grows over time, and that's the power of the Nemesis system. Un principe très prometteur et assez convaincant dans la séquence de jeu dévoilée, dont on espère ne pas voir les limites trop vite une fois le titre en main. Des limites comme celles que laisse suggérer un système de combat visiblement très semblable à celui des derniers Batman, ou un univers tragiquement générique compte tenu de ce qu'il est censé représenter. On garde tout de même espoir de ce côté-là, puisque comme on nous l'a fait remarquer... So the Mordor that you've seen today, there's some ashes in the air, there's some gloom there. We're actually going to explore very different regions of Mordor, and we're not going to reveal what those are, but you can expect to see very different variations on the Mordor that you've seen before. Finalement, et même si on a vu peu de choses pour le moment, l'ombre du Mordor reste dans l'ensemble très prometteur. À quelques inspirations un peu trop évidentes près, le jeu semble avoir les épaules nécessaires pour porter les grandes ambitions manifestes de son développeur, et comme à chaque fois qu'un titre adapté de l'univers de Tolkien est annoncé, on se met à espérer très fort, quitte peut-être à être déçu plus tard. À espérer qu'il s'agisse du jeu unique, du jeu pour les gouverner tous, etc., vous connaissez la suite. Run, you filth! And tell your master, I am coming! Let them carry word back to Sauron. When he comes for us, our pawns will be in place, and all Mordor will burn.
Donc ok, la terre du milieu, l'ombre du Mordor. Oui, c'est joli, hein, ça y a pas à dire. Après, bon, moi j'ai juste vu des images un petit peu de loin comme ça. Bon, les mecs manifestement aiment bien Assassin's Creed. Hein. Jusque dans les déplacements du personnage, tout ça, ils aiment bien. Bon, il y a une notion d'assassinat aussi. J'aime bien ce délire de Némésis. Ça peut être intelligent, ça peut être bien fait. Bon, on va attendre pour voir. Mais on va voir si c'est pas juste pragmatique, parce que c'est vrai qu'en général les développeurs ou les éditeurs aiment bien les jeux qui se vendent à plus de 10 millions d'exemplaires. Ouais, donc du coup, il doit y avoir une raison quelque part. Je sais pas. Et donc oui, l'inspiration elle est clairement là. Maintenant, on va switcher sur carrément autre chose. Ouais. Donc là, c'est The Last of Us, c'est le premier DLC. Là, au moment où on tourne ces plateaux, je n'ai pas encore fini ce DLC, donc je vais pas pouvoir faire un retour sur, je sais pas en fait ce que ça vaut. Et c'est intéressant parce que du coup, on a vraiment cette crainte qui est souvent ressentie lorsque tu finis une bonne série. Ouais. Tu t'es fait une série, genre la saison incomplète d'un truc genre absolument génial, genre Deadwood, et t'arrives à la fin, et la saison 2 arrive, et t'as peur de regarder la saison 2, parce que t'as peur qu'elle soit pas au niveau de la première saison. Et c'est limite, la première saison était tellement parfaite, que est-ce que ça vaut le coup vraiment de poursuivre l'aventure? Et donc là, on ressent un petit peu ça, c'est rare dans le jeu vidéo, où tu dis genre, faites qu'ils aient vraiment, qu'ils soient parvenus à conserver l'essence de ces personnages, à savoir intégrer également, puisque c'est une préquelle, à bien intégrer cette préquelle dans le scénario et l'histoire de The Last of Us qui était absolument fabuleuse, que les acteurs soient toujours au niveau. Bref, il y a plein de petites craintes qui sont des craintes plus liées au scénario et au traitement des personnages, et non même pas au gameplay lui-même. Ouais. C'est assez surprenant. Et donc on va voir un petit peu le résultat là, du travail de Naughty Dog. Tout de suite, la critique. Oh shit, hide! Quel chemin parcouru par Naughty Dog depuis la sortie de Crash Bandicoot sur PS1. Le studio californien a toujours aimé créer des personnages forts, qu'ils soient cartoon, comme Jack et Daxter, ou échappés d'un blockbuster hollywoodien, comme Nathan Drake et sa clique d'aventuriers Spielbergiens. Mais avec The Last of Us, ils ont franchi un cap. Si l'évolution de la technologie, avec l'apparition de la performance capture et la maîtrise du hardware de la PS3, de ce développeur appartenant à Sony depuis 2001, y sont pour beaucoup, il ne faut pas négliger un point essentiel à cette progression. Avec The Last of Us, Naughty Dog a osé la subtilité. Osé développer un jeu, une histoire, des personnages qui ne prennent pas les joueurs pour des jambons, des crétins au cerveau rabougri par la télé-réalité. L'histoire contée dans The Last of Us n'est pas facile. Le jeu s'échine au contraire, et avec brio, à nous maintenir dans un état de tension permanent, sans jamais forcer le trait, en se jouant des clichés, pour finalement imposer une mise en scène d'une rare subtilité. You dick! That's 2 times today! La fin du jeu a laissé plus d'un joueur sur le cul, pour reprendre une expression un peu vulgaire mais ô combien adaptée en la circonstance. Du coup, proposer une mini-campagne scénarisée en téléchargement payant était périlleux. Fuck! La moindre fausse note aurait potentiellement pu ternir notre image du jeu. Prudence oblige, Naughty Dog a donc décidé de ne pas faire de ce DLC un prolongement de l'histoire contée dans The Last of Us. Left Behind est une préquelle située avant la rencontre d'Ellie et Joel, qui a introduit un nouveau personnage, Riley. Enfin, nouveau à l'échelle du jeu, ce perso ayant été développé dans les comics The Last of Us American Dreams, publiés par Dark Horse. I landed on my hip. Cette jeune fille de 15 ans est une amie d'enfance d'Ellie, sa meilleure amie en fait, qui revient après une longue disparition. Riley a en effet décidé de rejoindre les Lucioles, le groupe de résistance armée auquel appartient Marlène, qui est elle-même une amie d'enfance de la mère décédée d'Ellie. Le jeu parvient à imposer ce nouveau personnage et à lui conférer en peu de temps une vraie aura, tout en tissant des liens via des flash-forward avec une séquence précise de The Last of Us située durant le chapitre Hiver. You gotta tell me what to do. Au départ perturbante, voire inquiétante, cette structure scénaristique alternant passé et futur est justifiée par la fin magnifique de ce DLC et l'ampleur donnée une nouvelle fois au personnage d'Ellie, incarné par la superbe actrice Ashley Johnson, aperçue dans de nombreuses séries télé, ainsi que dans un petit rôle de serveuse au sein du méga blockbuster The Avengers. Nous n'en dirons pas plus. Fucking master! Si ce n'est que l'on aurait aimé que cette extension téléchargeable, pour environ 15 €, ne se finisse pas aussi vite. Il faut en effet moins de 3 heures pour en faire le tour. Mais au-delà du prix, c'est bien la frustration suscitée par cette tardive replongée dans le monde de The Last of Us, sorti en juin 2013 tout de même, qui peut poser problème. Aussi atroce soit-il, redécouvrir cet univers post-pandémique est un bonheur, mais un bonheur de courte durée. Visuellement, Left Behind n'a guère souffert de la concurrence virtuelle et visuelle des PS4 et autres Xbox One. Le jeu est magnifique, fluide et ses musiques sont inoubliables. Le gameplay reste en tout point identique à celui de The Last of Us. On pourra donc fouiller les décors, fabriquer 3-4 objets comme des bombes, des cocktails Molotov ou des medikits, s'accroupir pour tendre l'oreille et ainsi suivre les silhouettes des ennemis en mouvement, qu'ils soient humains ou non. Et utiliser certaines des armes de The Last of Us, sans oublier certains débris à même de faire diversion, comme des briques ou des bouteilles vides. On notera d'ailleurs que plusieurs séquences de jeu permettent d'alerter les infectés pour les lancer aux trousses d'agresseurs humains.
Au final, Left Behind, aussi court soit-il, est une réussite. Ellie nous avait manqué, la retrouver ne serait-ce que pour quelques heures, justifie en soi l'achat de ce DLC. Quant à Riley, incarnée par l'actrice Yanni King, elle parvient sans mal à imposer avec force et délicatesse sa juvénile frimousse au sein de la fabuleuse galerie de personnages de The Last of Us. Are you ready? Totally. Are you kidding? Très attendu, Castlevania Lords of Shadow 2. Donc on lui avait déjà consacré une petite avant-première parce que Moguri a eu l'occasion d'y jouer il y a 15 jours donc pour le dernier classé du Plus. Maintenant, là on a été à la rencontre d'un développeur, c'est Moguri toujours qui s'est chargé de cette interview et qui a axé un petit peu son sujet autour du personnage de Dracula. Donc on espère en apprendre beaucoup sur cette suite que l'on attend ici avec impatience. Je crois que Jonathan par exemple est un gros fan, mais il y a plein moi de... aussi j'attends, j'y avais touché un peu. J'avais pas trop joué donc il faudra que je m'intéresse. Donc ouais, et puis interview donc, de Dave Cox, si je raconte pas de conneries. Donc le directeur créatif. Ouais, directeur créatif. Et qui a parlé longtemps en fait, que Moguri a eu voilà, un slot de 20 minutes plus, quelque chose comme ça. Donc il a trouvé ça agréable, d'autant que Dave Cox, pour le coup, parle relativement bien. Moi aussi j'avais eu l'occasion de l'interviewer. Donc bon, c'est agréable et puis on va se mater ça du coup. À peine avant la sortie du jeu, et 2 semaines après vous en avoir présenté une avant-première dans le dernier classé 18+, cela nous paraissait être un bon moment pour vous reparler du très attendu Castlevania Lords of Shadow 2, d'autant que nous avons eu l'occasion de rencontrer ce monsieur. My name's Dave Cox, I'm the studio head at Konami Digital Entertainment and I'm also the producer of the Castlevania Lords of Shadow series. Dave Cox donc, producteur de la série Lords of Shadow depuis le premier épisode, et un producteur assez impliqué si l'on se fie à la manière dont il décrit son poste. My role as a producer is really to make sure that the development team get over the finish line. It's to provide motivation, to make sure that the team are working, you know, to the schedule, and making sure that they are able to deliver their creative vision. At the same time, I'm quite creatively involved in the development, so I co-wrote the story. You know, I also have final say on you know, art direction and things like that. So I work alongside the director, so it's very similar to a movie, you know, where you have the director who's, you know, the main guy who's running things, and the producer's there to support the director and to make sure that the director's vision is actually up there on the screen. I've been working on the Lords of Shadow series for about 7 or 8 years now, so I'm very closely integrated into the team at Mercury Steam. Dire que l'on attend Lords of Shadow 2 avec une certaine impatience ne surprendra plus personne. Très original dans son approche de la mythologie Castlevania, le premier épisode avait également su renouveler une série qui, à quelques rares et souvent regrettables exceptions près, était restée enfermée pendant de nombreuses années dans un schéma unique, imaginé par Igarashi Koji. Un schéma dont Mercury Steam a tenu à se démarquer, mais dont la popularité auprès du public a nécessairement fait une source d'inspiration. I think we've always looked to the past. You know, on the previous games, and very much so the classic games from the 8-bit era. But I think on Lords of Shadow 2, you know, we got a lot of feedback from fans that they wanted to see more of the exploration. They wanted to see more of the things, you know, that came from the more recent Castlevania games. So we consciously took that decision to, you know, take some of those design choices, especially in terms of exploration and being able to backtrack and go back and have a more expansive world to explore. We wanted to take those elements from the modern games and incorporate that into Lords of Shadow 2. I think that, you know, we always try to be respectful to what's gone on in the past, but at the same time we want to create our own identity with the series. And you know, I think in many ways on the first game there was a little bit of fear about pushing things too far, even though it's quite a radical take on the Castlevania mythos. I think, you know, in many ways we were a little bit afraid, but I think with the success of Lords of Shadow 1, it gave us a little bit of confidence with the second one, so that fear kind of went away. So, you know, in certain things in the game we've pushed the envelope a bit more. We've not been afraid to take some risks. And I think that's what's really exciting about Lords of Shadow 2. When you play it, it feels familiar, it feels like a Castlevania game, but at the same time it's doing so many new things, it's quite exciting, I think, for players. So I think this time around, yeah, we had the shackles of fear taken off us, and you know, we could look back to the other games and use them as inspiration, but at the same time be very definite and say, this is our game, this is our take on the series. Mais un des plus grands tours de force de Lords of Shadow reste sûrement d'avoir apporté une nouvelle vision de l'origine de Dracula, qui après coup semble couler de source.
we chose to make Dracula of Belmont right at the beginning of the development process of Castlevania Lords of Shadow. Our original brief from the senior managers in Japan was to create a new Castlevania, and our intention was to remake Castlevania itself and use Simon Belmont as the main character. And but very quickly, during the very initial design stages, we felt it had already been done. You know, they'd already done it with Super Castlevania 4, and you know, oftentimes Castlevania games kind of, you know, doing the same thing over, and we wanted to do something different. So we decided then to tell Dracula's story, and we decided, I mean, pretty much probably in the first month of development, that it would be Gabriel Belmont, and Gabriel Belmont would become Dracula, and that the feud between Dracula and the Belmonts would be part of that. You know, there would be this kind of this blood feud, this tale of revenge of, you know, where characters would do things and it would have a consequence on other characters, you know, especially through the ages. And you know, that was the kind of driving force behind the whole series, behind the whole idea of the Lords of Shadow series. And I think it's you know, it really pays off at the end of Lords of Shadow 2. I think everything kind of comes together. I think in Mirror of Fate we hinted at this blood feud and how it came about, but I think, you know, all of these things, this element of family, this element of blood, it all kind of comes together at the end of Lords of Shadow 2. Pour la première fois peut-être dans Castlevania, Lords of Shadow narre finalement davantage l'histoire de Dracula que celle des Belmont, en s'appuyant bien évidemment sur son personnage principal, Gabriel Belmont donc, ou Dracula, ou les deux. Plutôt Dracula en réalité, puisque Lords of Shadow 2 prend place après que la transformation en vampire a eu lieu. Le suceur de sang façon Mercury Steam s'éloigne d'ailleurs beaucoup de ses contemporains, très à la mode depuis quelques temps, et rappelle davantage une vision un peu plus ancienne du vampire. Un vampire plus sombre, plus violent, mais aussi finalement beaucoup plus humain. Well, we wanted to create a Dracula that was a very modern vampire, but what we didn't want it to do was to do something that we've seen recently with vampires, which is kind of like a tamer vampire, if you like, you know, the kind of stuff you see in Twilight, you know, even in True Blood. We wanted to give a vampire that kind of went back to the old days, kind of scary, gritty, a very dark creature, you know, that fed on people. But at the same time, you know, we wanted to have a vampire that players could associate with. And in order to do that, you know, he needed to retain part of Gabriel Belmont, the original character. So yeah, he does evil things in this game, and he does a lot of things that you'd expect of a vampire, but he also shows, you know, remorse, he also shows forgiveness, he also shows love. You know, he cries, you know, so when you're playing 20 hours of a video game, you need to be able to have a character that you can identify with. You just don't want to have a character that's, you know, just killing people, you know, time after time. So we have these sort of quiet moments with the character, and we play a lot with, you know, what's evil? You know, where does evil come from? What makes people evil? We ask that question a lot in the game, and we make you, as the player, do evil things with Dracula, with Gabriel. But at the same time, you know, you see this character that I think draws a fine line between good and bad. I mean, I like to use the analogy of Tony Soprano. You know, Tony Soprano is a character in a TV show that, you know, does horrible things. You know, he murders people, he rapes people, he does all these really horrible things. But, you know, you find yourself as the viewer kind of rooting for him as a character. And I think that's a really difficult thing to achieve, and it's something that we've really tried to get that balance right with the character in Lords of Shadow 2. Et si à certains égards ce nouveau Dracula rappelle fortement une certaine interprétation remarquée du personnage au cinéma, c'est tout sauf un hasard. I'm a big fan of Gary Oldman's portrayal of Dracula. For me, that's a very, you know, deep and nuanced performance by him, because, you know, on the one hand you have the love story between him and Winona Ryder's character, and then on the other hand you have this kind of evil monster, you know, that, and the way that he portrayed that evil monster was quite unnerving, and I really enjoyed his portrayal of that, and I think it's probably the best portrayal of Dracula I've seen. I'm a big fan of the movie Near Dark, which is a kind of an indie movie done by Catherine Bigelow back when she started her career, about a group of vampires sort of roaming the west of America. And that, for me, is a very dark, very edgy tale of vampires, and I don't think I've ever seen a movie like it since. So I prefer that kind of take on vampires than the more modern take on vampires. You know, I like it to be scary, I like it to be gritty, you know, because I think that's what vampires are really all about. So we took a few elements from the Gary Oldman performance and from the Francis Ford Coppola movie, and quite a few sort of unnerving elements from the Near Dark, and, you know, kind of amalgamated it into our character. And tried to make him a much more modern interpretation. We wanted to get away from that softer focus type of vampire approach. Comme le film de Francis Ford Coppola, Lords of Shadow 2 nous montrera d'ailleurs deux facettes du même Dracula. D'un côté, il y a ce seigneur des ténèbres extrêmement amoindri au sortir d'un sommeil de plusieurs centaines d'années, celui qu'on découvre au début du jeu. Et de l'autre, il y a au contraire un Dracula au sommet de sa puissance, qu'on découvre lors de séquences oniriques prenant place dans son célèbre château.
Une dualité qui, on l'espère, devrait faire tout le sel du personnage et qui semble avoir été traitée avec toutes les considérations de rigueur par Mercury Steam. We have differentiated between the city and the castle. And when you go back to the castle, it's more of a dreamlike illusion. You know, there's a dreamlike quality to it, and you know, we play around with the thoughts of Dracula, and you know, is this a dream? Is this his consciousness? You know, often he'll see characters that have died or passed on, or you know, that he killed in the previous game, coming back to him to haunt him. But in the city, you know, everything's kind of real and much more organic. You know, it's much more kind of and we deliberately play with lighting as well. When you go back to the castle, you'll notice the lighting's much softer and that kind of thing. And that's really important because, you know, throughout the game we're asking the player the question, what is evil? Is he evil? Is Dracula evil? Is Gabriel evil? Or is he trying to do good? And you know, I think, are good characters evil? Have they got evil intent? Are the evil characters really the good characters? You know, we play around a lot with that, and we ask that question of the player, and I think we keep the player guessing right the way to the end. Is this a tale of redemption, or is it, or isn't it? You know, is Dracula got an ulterior motive, or hasn't he? And I think, you know, that's one of the cool things, which I don't want to spoil now, about the story that really comes out in the game and keeps you questioning over and over again. So I think, you know, there is a kind of a splitting between this powerful Dracula vampire and this older, weaker character, and you know, that's really emphasised with the environments and really emphasised in the storytelling. And at the end, these characters come together, and when they come together, that's a very powerful moment, which really gives a player a satisfaction when they reach the end of the game. Et si Lords of Shadow 2 est attendu comme la conclusion de l'histoire de Gabriel Belmont, ce nouvel épisode est également très important pour la saga dans son ensemble, puisqu'il boucle une trilogie qui a tout d'un reboot, mais qui pourrait également rester indépendante. L'avenir nous le dira, mais pour Dave Cox, le plus important reste dans un cas comme dans l'autre, que le prochain développeur dispose de toute la liberté dont Mercury Steam a pu profiter au moment de se lancer dans Lords of Shadow. I am curious to see what happens with the series now that we've kind of, you know, passed the torch on. So, you know, I'm as curious as a fan of Castlevania myself to see what happens next. I haven't really given it much thought about who it might be. I think whoever it is needs to have the freedom to do what it is they want to do with the series. I think that, you know, that first and foremost should be the most important. And if they want to, you know, tell more stories in the Lords of Shadow universe, you know, I'd be totally up for that. And you know, I'll be open to helping them or giving them advice or whatever. But if they want to, you know, do their own thing, or they want to do something in the old canon, I think you have to give people that freedom, that creative freedom, because that's where, you know, the good ideas come from. I think if you're restrained or shackled to what people expect, you know, you're never going to get out of that rut. You're going to just dig a deeper rut for yourself. So, yeah, I think there's a couple of development teams out there that could do a really good job, but who they are, you know, I guess I'll be just as surprised as you are when we find out. En attendant, on espère déjà être surpris par Lords of Shadow 2, dont l'histoire promet beaucoup, et qui porte les grandes ambitions manifestes de ses développeurs. Et si la prudence est évidemment de mise, on peut tout de même se dire qu'il est difficile de se tromper complètement en s'inspirant de Tony Soprano et du Dracula de Coppola. Alors jusqu'à maintenant, Thierry, on a eu des urukai, des vampires, de la bagarre, du sang dans tous les sens. Là, j'ai l'impression qu'il est l'heure quand même de un petit peu switcher d'ambiance, non? Exactement, il est l'heure du 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Donc celui-là, en l'occurrence, il n'a pas de Peggy, mais je pense que de toute façon, s'il était sorti officiellement, il aurait eu un 3+, donc il n'y a pas de triche. Donc vous avez sans doute entendu parler de ce jeu phénomène, un petit peu, qui s'appelle Flappy Bird, qui a été récemment retiré des stores Apple et Google. Et donc du coup, c'était un petit jeu où on dirigeait un oiseau. Donc c'était une espèce d'endless runner, donc on appuie, et l'idée c'est de pas franchir le maximum d'obstacles et donc de survivre le plus longtemps possible. Le gameplay de Flappy Bird était vraiment étrange, un peu flottant, etc. Mais ça crée vraiment un phénomène, il a été téléchargé mais genre des dizaines de millions de fois, un truc complètement invraisemblable. Et donc du coup, grosse pression sur le développeur indé d'origine vietnamienne qui a travaillé sur ce titre et qui a été complètement dépassé par le succès de son jeu. Et donc il a été accusé ensuite de plagiat, de triche, de plein de choses. Ouais. Bref, au bout d'un moment, il a craqué, il a retiré le jeu, et donc du coup derrière il y a plein de développeurs indés, en fait la scène indé s'est dit genre on va rebondir un petit peu sur le phénomène, on va faire une Flappy Jam, et donc il y a plein de développeurs qui proposent leur clone
de Flappy Bird. Et en l'occurrence, là on va s'intéresser à un de ses clones, c'est celui de Terry Cavanagh, donc l'auteur de l'excellent Super Hexagone, mais aussi de VVVVVV. Je sais pas si j'en ai dit 6, j'en ai dit 6 ou pas? Je pense que j'en ai dit 6. Et donc lui, il a créé un jeu qui s'appelle Maverick Bird, qui reprend un petit peu l'esthétique de Super Hexagone, avec une grosse musique électro derrière, un petit peu house. La musique, je trouve qu'elle tue. Et c'est extrêmement fun, mais par contre c'est pas spécialement zen. Vous allez voir ça tout de suite. Vous avez sans doute entendu parler de Flappy Bird, ne serait-ce que dans les news 101% ou dans 56cast. Créé par un développeur vietnamien, Dong Nguyen, il s'agit d'un petit jeu gratuit et indie qui a provoqué un stupéfiant engouement, aussi tardif qu'inattendu. Malgré ses évidentes limitations techniques et ludiques, ce jeu très addictif a été téléchargé des millions de fois sur iOS et Android pour finalement être retiré des boutiques Apple et Google par son auteur, qui a craqué sous la pression. La communauté indie s'est donc approprié le phénomène pour lancer une Flappy Jam, une opération clonage-hommage à grande échelle, visant non pas à se moquer de Flappy Bird, mais bien au contraire à manifester son soutien à Dong Nguyen. La charte de cette opération, qui prendra fin le 24 février et accueille au moment où ces lignes sont écrites plus d'une soixantaine de jeux, comme Flappyvania, Bird tient en 2 phrases. Les développeurs indépendants sont amicaux et s'entraident, la jalousie et la provocation ne devraient pas appartenir à notre communauté ou être la cause d'une quelconque souffrance. Outre cette charte, les développeurs doivent également suivre quelques règles, l'une d'elles étant bien entendu de faire un jeu très difficile, quasiment injouable. Comme Flappy Bird donc, et comme Super Hexagone. Il n'est pas question ici de comparer les deux jeux, Super Hexagone étant d'une toute autre trempe en proposant un gameplay d'une finesse extrême. Mais il est néanmoins évident que le jeu de Dong et celui du développeur indé Terry Cavanagh partagent au moins un point commun. Dans les deux titres, les premières parties ne durent pas plus de 2-3 secondes. Du coup, le fait que Terry ait décidé de participer à la Flappy Jam apparaît presque comme une évidence. Disponible depuis quelques jours, Maverick Bird est jouable gratuitement via un navigateur sur terrycavanaghgames.com. Et c'est sans surprise que l'on découvre un jeu flashy dans la droite lignée de Super Hexagone, pulsant au rythme d'une puissante musique électro. Sans surprise également que l'on prend en main un jeu difficile, mais doté d'une vraie courbe de progression grâce à un gameplay bien plus précis et mieux réglé que celui de Flappy Bird. Comme dans le titre de Dong, Maverick Bird vous propose de faire avancer non pas un oiseau, mais une forme géométrique au travers d'un dédale d'obstacles générés aléatoirement. Là où Flappy se contentait d'aligner les mêmes tuyaux empruntés à Mario, Maverick varie les pièges avec un sadisme évident. On notera la présence de 2 touches. La flèche du haut sert à voler et celle du bas à plonger. Il sera en effet nécessaire de piquer rapidement du nez pour espérer franchir certaines séquences d'obstacles sans se cracher dans le décor tel l'Albatros de Bernard et Bianca. Maverick Bird est une vraie réussite, un jeu totalement addictif qui transformera le plus zen des joueurs en un truc à peine humain au regard fou rongé par les tics nerveux hurlant à la mort accroché au clavier de son PC. Pour finir sur une note plus zen justement, davantage en accord avec le ton de cette rubrique, voici la petite phrase qui accompagne le jeu de Terry Cavanagh sur son site. Merci pour l'inspiration Dong, j'attends de pied ferme ton prochain jeu une fois que les choses se seront tassées. Il est sympa ce Terry. Et il assure question game design. Après ce phénomène, quand même, Flappy Bird avec Maverick Bird créé par Terry Cavanagh, on va s'intéresser à un autre phénomène, c'est celui de Daisy. Donc Daisy qui était un mode d'Arma 2, et donc là qui sort en version standalone, et donc toujours c'est Bohemia Interactive qui a récupéré en fait le développeur du mode et qui lui a fait créer un jeu à part entière. Suite aux nombreuses demandes sur les forums, donc on a décidé de faire la critique entre guillemets de ce jeu qui n'est pas terminé. C'est un jeu en accès anticipé, donc il est disponible, il est téléchargeable et achetable sur Steam et sans doute sur d'autres plateformes de téléchargement. Et mais il n'est pas, c'est une alpha encore, donc le jeu n'est pas complet, il manque énormément de contenu, etc. Donc vous allez voir, il n'y aura pas de platycoon à la fin de la critique, c'est vraiment une présentation comme une espèce de grosse avant-première qui permet de mieux comprendre pourquoi ce jeu a créé un tel engouement auprès des joueurs, puisqu'il a été téléchargé plus d'1 million de fois, ce qui est quand même hallucinant pour un jeu, une nouvelle fois, qui n'est pas terminé. Très important. Tout de suite, on regarde la critique. Que dire sur Daisy qui n'a déjà été dit des centaines de fois? Si vous suivez ne serait-ce que légèrement l'actualité du jeu vidéo, vous avez forcément entendu parler de ce titre, qui tient désormais du phénomène comparable à Minecraft en termes de popularité. Daisy était à l'origine un mode d'Arma 2, le FPS axé simulation de Bohemia. Il adoptait également ce parti pris réaliste, mais à la sauce zombie et survie en milieu hostile, avec un aspect joueur contre joueur prédominant. Vous incarniez un humain de base, devant survivre dans un monde ravagé par une apocalypse zombie sur une gigantesque carte pouvant accueillir jusqu'à 40 joueurs. Et pour une fois, le terme survie n'était pas galvaudé.
Il était nécessaire de gérer sa faim, sa soif, sa température, et les rares rencontres avec d'autres joueurs se soldaient par la mort d'au moins une personne, les ressources étant en nombre extrêmement limité et la mort permanente. Le mode Daisy était si populaire qu'il relança les ventes d'Arma 2. Une gigantesque communauté s'est également créée via le partage de vidéos et les forums. Bohemia, le développeur d'Arma 2, a logiquement vu un énorme potentiel en Daisy et a embauché son créateur, Dean Hall, pour bosser sur une version standalone. Le concept reste le même que celui du mode, mais les développeurs s'affranchissent des limites d'Arma 2 pour faire réellement ce qu'ils veulent. Bohemia a ainsi décidé d'adopter une stratégie similaire à celle de Minecraft, en sortant une version encore en cours de développement coûtant une vingtaine d'euros fin 2013. Et si c'est un bon moyen de financer un jeu, c'est également un piège potentiel. En achetant un jeu vidéo, les joueurs s'attendent à un produit fini et conforme à un certain cahier des charges, comme l'absence de bugs par exemple. Mais le principe d'une alpha, c'est justement d'être bourré de bugs et de n'avoir que peu de contenu, seul le squelette du jeu étant présent. Et si l'on devait le juger en tant que produit fini, Daisy serait une pure catastrophe, à cause de la pelletée de bugs rencontrés et de son contenu inexistant justement. Ce contenu s'avère d'ailleurs beaucoup plus faible que celui du mode, avec l'absence des véhicules et de l'agriculture. Mais encore une fois, c'est normal, le but d'une alpha étant de s'assurer que les fondations du jeu sont solides. La vraie question est, comment Daisy a-t-il pu se vendre à plus d'1 million d'exemplaires en étant encore en alpha? Tout simplement parce que c'est un des jeux les plus brillants jamais créés, son génie arrivant à faire oublier les bugs par milliers et le non-contenu. C'est un jeu qui, avec ses simples bases de gameplay, représente la quintessence du jeu vidéo, un condensé de ce pourquoi l'on joue. Daisy, c'est une simulation de vie où les traits de caractère de chaque individu impliqué se retrouvent exacerbés à l'extrême. Si le rythme du jeu est globalement très lent, le joueur est très vite impliqué. On ratisse les maisons à la recherche de haricots, on inspecte les buildings à la recherche d'une arme, et on se surprend même à analyser l'architecture des villages pour savoir où se trouvent les pompes à eau. Les rares zombies qui errent dans les rues, se faisant tuer très facilement avec une arme au corps à corps de base, l'emphase est donc mise sur la collecte et la gestion des ressources et non sur l'action. Ces passages de vide ne font que renforcer la tension des rencontres, et c'est là où se situe le génie de Daisy. Avec un maximum de 40 joueurs pour une carte de 200 km², les rencontres tiennent de l'exceptionnel. Et à chaque fois, la même question revient, ami ou ennemi? Après une ou deux morts, on devient vite paranoïaque, et l'on se met à jauger les autres joueurs tout en restant au loin. Quel est son équipement? A-t-il une chance de me tuer? Établir le contact vaut-il le coup? Est-ce que je devrais le dépouiller? À cela s'ajoute le meilleur système de chat vocal jamais créé. Plus vous êtes éloigné d'un joueur, moins il vous entendra. Je vais pas te tuer, j'ai rien. Tu peux me tuer s'il te plaît? On peut donc parler à un joueur situé en contrebas sans qu'il nous voie. Tout comme il nous est impossible de quémander le pardon de ce sniper situé à 2 km. Ce système de chat paraît tout bête, semble même être une évidence, mais participe grandement à l'intensité de ces rencontres. Car si l'on joue à Daisy, c'est pour ces moments d'une intensité rare. En apercevant un autre joueur, on se met à avoir peur, à espérer, à vouloir être moins seul, à posséder ce que l'on n'a pas, le tout en l'espace de quelques secondes. Daisy a rassemblé en de rares pics d'intensité des émotions que l'on ressent tous les jours, puis les a intensifiées de manière à nous prendre littéralement aux tripes. Daisy, c'est tout simplement la simulation de vie ultime, avec des zombies et des flingues en supplément. Et s'il est impossible de prédire la qualité du titre final, il faudrait un accident industriel majeur pour que le résultat soit décevant. Car même en alpha, avec des bugs gigantesques et aucun contenu, Daisy est un des jeux les plus brillants jamais conçus. On peut même le rapprocher d'EVE Online, malgré le faible nombre de joueurs par serveur et le fait que ce ne soit pas un MMO. À l'aide d'outils rudimentaires, les joueurs ont créé un semblant de société, avec ses codes et ses règles. C'est certainement cela qui rend Daisy si addictif. Le sentiment d'appartenir à un monde crédible, proche d'une autre sur de nombreux points, mais suffisamment différent pour que l'on s'amuse. À vous de voir si vous voulez y jouer tout de suite ou attendre une version plus avancée. Si vous êtes du genre impatient, vous avez déjà dû craquer pour la version alpha. Mais si vous êtes juste curieux de voir le concept en action, mieux vaut attendre la bêta, la version actuelle étant particulièrement aride, non ergonomique et buggée.
Voilà pour Daisy, visiblement Gabriel qui s'occupait de cette critique a vraiment adoré le jeu, et pourtant, une nouvelle fois, il manque clairement de contenu, mais déjà les bases sont suffisamment solides pour donner envie déjà d'y jouer à cette version non finale, et également d'attendre vraiment avec impatience l'arrivée d'un contenu plus massif, de vraiment des règles de jeu bien présentes, mais déjà toute la notion d'interaction sociale entre les joueurs est suffisamment forte, suffisamment bien gérée avec des outils tels que le chat vocal qui permet de gérer un petit peu la distance, donc on peut se parler de loin, on entend des filets de voix, on peut aussi se parler alors qu'on ne se voit pas à l'écran, donc il y a vraiment tout un truc extrêmement stressant lorsqu'on rencontre quelqu'un. Déjà, a priori, c'est relativement rare puisque la map de jeu est énorme, donc quand tu croises quelqu'un, c'est un événement, et ensuite il y a ce stress hallucinant de est-ce que je l'aborde, est-ce que je le dépouille, est-ce que qu'il va me shooter, mais c'est pas plus mal parce que une des choses que kiffent les joueurs ou même les amateurs de Zombie Outbreak et compagnie, c'est, alors évidemment, quand il y a une zombie outbreak, quand tu dois faire face à des zombies, mais c'est aussi les interactions entre les survivants. Ça fait partie du délire. Tu regardes dans The Walking Dead, c'est le truc le plus développé. Limite, les zombies, c'est en fond, c'est du background, voilà, c'est un contexte, c'est posé là. Bon, il y a des zombies, fais gaffe, mais ce qui est le plus dangereux au final, c'est les autres groupes de personnes, c'est les survivants. Et s'ils arrivent à faire quelque chose de bien dans Daisy avec ça, ça peut être intéressant. Visiblement, c'est méchamment bien parti. Ça, moi, pour le coup, ça pourrait être mon kiff. Bon, il me faudrait une grosse bécane, parce que j'ai pas de. Moi, je pourrais même pas faire tourner Flappy Bird. Maverick Bird. Flappy Bird, c'était sur smartphone. Mais il me faudrait une bécane, mais ouais, ça peut être mon kiff, tu vois. Ok. Donc on aura évidemment l'occasion de reparler de Daisy lorsqu'il sera fini. Cette fois-ci, on aura vraiment un petit platicoon à la fin d'une critique qui sera sans doute un peu plus courte. Donc on verra au moment où ça arrivera. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour un prochain Classique 18+, avec la critique normalement de Castlevania Lords of Shadow 2. Donc on en aura quand même pas mal bouffé. On a eu l'avant-première, on a eu une interview. Et maintenant, enfin, la critique, puisque le jeu là arrive fin février. Et on devrait également avoir la critique dont tu vas t'occuper d'un personnage de cinéma très connu, genre relativement musclé. Qui shoot des hélicoptères avec des flèches enflammées. Rambo, si tout va bien, on devrait pouvoir faire la critique de Rambo. Donc manquez pas ça, rendez-vous dans 15 jours. Salut tout le monde.